Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Blabla inspiré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Ribeil, je suis médium écrivain. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à aller sur mon site. Vous avez sous la vidéo, en barre de description, toutes les infos. Donc c'est marie-ribeil.com. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu de mon univers et de tout ce que je propose. Et aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir, comme d'habitude, quelques digressions. J'avais envie de vous parler de mon anxiété qui est très très forte en ce moment, de comment je la gère, et aussi d'une anecdote qui m'est arrivée en début de semaine et qui m'a pas mal chamboulée. Donc je voulais vous la raconter parce que je pense qu'elle pourra résonner peut-être pour certains. D'ailleurs, je vais commencer par ça. En début de semaine, je suis allée en ville faire du shopping avec ma fille et on était dans un magasin et elle était en train d'essayer des sous-vêtements, des soutiens-gorge dans une cabine, tout simplement. Et pendant que je l'attendais, il y avait un type qui voulait lui aussi essayer des vêtements. Et le type m'a demandé est-ce que ces cabines sont mixtes ou est-ce que... Bon, il avait l'air un peu perdu, le type. Alors je lui ai dit oui, certainement, parce que bon, j'en voyais pas d'autres. Et il savait pas où poser ses affaires. Il avait l'air, je sais pas perdu, mais bon, il avait pas l'air, pas l'air dégourdi, on va dire. Et il semblait chercher un truc, et d'un coup, en fait, il a ouvert le rideau de ma fille. Mais alors, je l'ai vu à sa tête qu'il a été surpris, la vitre fermée. Mais alors là, évidemment, je suis partie au quart de tour et je l'ai engueulé, quoi. Je l'ai traité de gros connard et puis je l'ai engueulé. Je lui ai dit que c'était ma fille, que c'était une honte. Que c'était un gros pervers. Je suis partie au quart de tour, quoi. Et ma fille, heureusement, était en train de se rhabiller, donc elle était de dos, donc il n'a rien vu. Elle était de dos et elle s'était remis le t-shirt. Mais comme elle m'a entendu gueuler, elle a compris ce qui s'était passé et elle a paniqué. Elle a commencé à crier aussi. Et le type est allé dans une autre cabine. Il s'est caché, il était pas bien, il avait la honte. Je pense pas qu'il ait fait exprès. Mais c'est normal que j'ai gueulé, d'accord ? C'est totalement légitime. Sauf que ma fille est sortie de la cabine. Et là, elle s'est mise, elle aussi, en fait, à gueuler, à dire des insultes. Et là, en fait, je lui dis, calme-toi. Je lui dis, calme-toi, c'est bon, terminé. Et sauf qu'elle était choquée, elle s'est mise à pleurer. Donc, je l'ai calmée, machin, une vendeuse est venue. Bon, patin coup fait. Et dehors, on a pris le temps de s'expliquer. Et ma fille me dit, mais maman, pourquoi en fait tu m'as dit de me taire, je suis sûre qu'il a fait exprès ce type, machin. Alors, pour moi il n'avait pas fait exprès, mais bon, qu'il ait fait ou pas exprès, en fait, ça n'avait pas d'importance. Et là, j'ai réalisé que j'avais fait une grosse connerie. Et j'ai dit à ma fille, en fait, je m'excuse. C'était légitime, en fait, que t'exprimes ta colère. C'était légitime, si t'en avais besoin, de l'insulter. C'était totalement légitime et j'aurais jamais dû t'en empêcher. Oui, moi, en tant que maman, je t'ai défendu, j'ai gueulé. Mais si toi, qui as vécu, entre guillemets, l'agression, t'avais besoin d'exprimer ta colère, ta révolte, etc., en fait, t'avais le droit et moi, j'avais pas le droit de l'étouffer, cette colère. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, en fait, je me suis rendu compte, en essayant d'analyser, en fait, pourquoi j'avais calmé ma fille, je me suis rendu compte que j'avais calmé ma fille parce que moi, en fait, quand j'ai grandi, on m'a pas appris à me défendre. On m'a juste appris à me taire et à subir. D'accord ? Et quand c'est pour les autres, notamment pour ma fille, là, je gueule, là, j'interviens. Mais quand c'est pour moi, j'y arrive pas. J'ai du mal. Et en fait, en lui disant tais-toi, je reproduisais
ce que faisaient mes parents, quoi. Et là, je l'ai percuté, donc je me suis excusée, je lui ai expliqué, et du coup, on a pu, voilà, elle a pu passer à autre chose, comprendre, et je lui ai bien expliqué, si ça se reproduit, une scène comme ça, ou dans un autre contexte, mais si tu te sens envahi, si tu te sens agressé, si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et que tu as besoin d'exprimer ta colère, de te défendre ou d'être en révolte, fais-le. Fais-le, sens-toi libre de crier, de hurler, de dire des noms d'oiseaux, tout ce que tu veux. Si tu as besoin, tu fais. Et je te promets que jamais plus, dans une situation où c'est légitime pour toi de te défendre, en fait, de hurler et d'exprimer ta colère, jamais plus je ne t'en empêcherai. Et ça m'a fait du bien de poser les mots parce que j'ai eu peur, je me suis dit merde, ma fille, en fait, elle a 15 ans aujourd'hui, ça fait 15 ans que je lui donne toutes les armes pour se défendre, et avec une anecdote comme ça, en lui disant de se taire, enfin de se calmer, à un moment où c'était légitime justement pour elle de se défendre, ben j'aurais pu en fait bousiller tout ce travail-là en fait. Donc je m'en suis beaucoup voulu, j'ai beaucoup culpabilisé. Évidemment en parlant, elle m'a dit que c'est bon, il n'y avait pas de souci. Elle était passée à autre chose. Hein. Une fois qu'elle a pleuré, qu'on a vachement parlé, elle était retournée dans son shopping quoi. C'est moi, pendant 2 jours, ça m'a pris la tête et j'ai beaucoup culpabilisé, j'ai beaucoup dans ma tête, ça a beaucoup ressassé, quoi, parce que je me suis rendu compte, en fait, vous voyez, c'est fou, hein, 40 ans après, enfin, même à 40 ans, on se rend compte encore de choses de notre enfance, d'automatismes comme ça qu'on a, et du coup, en fait, ça m'a travaillé, et c'est le message que je voulais faire passer, en fait. C'est-à-dire que apprenez à vos enfants à se défendre. Et quand ils sont dans une situation légitime de se défendre ou d'exprimer leur colère, qui, je le répète, est légitime, laissez cette colère s'exprimer, ne l'étouffez pas, cette colère. Parce que sinon, quand ils arriveront dans la vie d'adulte, quand ils seront seuls, c'est-à-dire dans une situation sans vous, où ils ont besoin justement de se défendre, de faire valoir leur voix, ou d'exprimer leur colère, ben ils en seront incapables parce qu'on leur aura appris que non, il faut se taire et pas faire de vagues. Donc, apprenez à vos enfants à se défendre, et surtout, n'avortez pas ces explosions de colère quand elles sont légitimes. Laissez cette colère s'exprimer. Donc voilà, on a beaucoup, c'est la force que j'ai avec ma fille, c'est qu'on parle beaucoup. C'est aussi qu'elle connaît mon passé, elle sait tout de mon passé, donc elle comprend, et puis elle a cette intelligence, elle est très fine d'esprit, ma fille. Elle a cette intelligence, on va dire, de comprendre pourquoi je réagis comme ça. Bon, je le lui ai expliqué, mais elle le comprend, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, donc elle sait que oui, bon, j'ai un petit peu merdé, mais elle sait que la prochaine fois, elle pourra gueuler, et que voilà, ça n'empêchera pas d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est important de dire les choses et de communiquer avec son enfant. Avec ma fille, on parle de tout, on parle beaucoup, et c'est important. Moi, je sais qu'avec mes parents, il n'y avait pas de communication, et ça aussi, ça m'a beaucoup brisé, parce que ça m'a empêché aussi, ça plus le reste, de prendre confiance en moi et d'avoir des armes pour avancer en fait dans la vie. Et moi, ma fille, je veux pas qu'elle perde de temps en fait je veux pas que quand elle arrive dans la vie d'adulte, qu'elle perde son temps à se reconstruire en fait. Parce que moi, c'est ça qui m'est arrivé. Quand je suis arrivée dans la vie de jeune adulte, j'étais tellement brisée, j'étais tellement sans armes, j'étais tellement à côté de la plaque, que ça a été une catastrophe, et j'ai mis 20 ans pour me reconstruire. Et je veux pas que ma fille, elle perde son temps à ça. Je veux que ma fille, quand elle arrive dans la vie d'adulte, elle soit armée et qu'elle ait tout ce qu'il faut en main pour traverser ce qui l'attend. Parce que comme tout le monde, elle aura ses épreuves, ses difficultés. Mais je veux qu'elle ait toutes les armes en main
et la confiance nécessaire pour affronter tout ça de cap. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important en fait. C'est important de communiquer avec son enfant et surtout de lui apprendre à se défendre et de le laisser se défendre en toute liberté quand c'est légitime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que ça parlera aux personnes qui, comme moi, peut-être ont été brisées ou qui ont un peu trop tendance peut-être aussi à étouffer les colères en fait de leur enfant. Mais je le répète, quand c'est légitime, laissez-les se défendre parce que c'est comme ça qu'ils apprennent aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, on m'a appris qu'à me taire et à subir, donc bref. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais aborder, vite fait comme ça, parce que cette anecdote m'a marquée et je pense qu'elle peut résonner, peut-être pas, hein, mais bon, je la balance, mais déjà ça me fait du bien, et puis parce que je pense qu'elle peut peut-être résonner. L'autre point, c'est mon anxiété. En ce moment, mon anxiété, elle est très intense, très amplifiée. Alors je fais de l'anxiété depuis que je suis toute gamine. Je le répète, j'ai eu une enfance brisée, mais en plus de ça, je suis TDAH. Donc le tout amplifie certaines de mes comorbidités, on va dire, et l'anxiété est une des comorbidités du TDAH, mais aussi a été amplifiée par les traumas que j'ai eus dans l'enfance. Et avec la reconstruction que j'ai entamée il y a 20 ans, et je vais très bien, mon passé il est derrière, hein, je l'ai clôturé, mais il y a encore des séquelles, et surtout le TDAH, lui, c'est à vie. Donc cette comorbidité-là, je pense que je vais la garder à vie, en fait. Et il y a des moments où j'arrive, en fait, à l'apaiser, et ça va. Mais il y a d'autres périodes, comme en ce moment, où elle est très difficile à gérer, et où littéralement, en fait, elle me bouffe. Notamment parce que pendant le mois de juin et début juillet, j'ai en général chaque année, mais là un peu plus que d'habitude, beaucoup de petits imprévus ou de rendez-vous ou d'événements qui me sortent de mes habitudes quotidiennes, et j'ai très peur du changement. Donc quand ça me sort de mes habitudes quotidiennes, ça me fout dans une anxiété totale et une anxiété paralysante. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un rendez-vous posé dans 15 jours, pendant 15 jours, je ne vais penser qu'à ce rendez-vous, et pendant 15 jours, je vais être complètement immobilisée, c'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de mal à penser à autre chose et donc à bien travailler. Je vais être beaucoup moins productive. Alors déjà que je le suis pas trop. Enfin, j'ai l'impression de pas l'être, mais je pense que je le suis quand même. Mais disons que je peux pas travailler au rythme d'une personne, entre guillemets, normale. Mais à mon rythme à moi, on va dire que dans ma productivité qui m'est personnelle, on va dire que je le suis encore moins quand je suis dans l'anxiété et quand je suis dans cette anxiété paralysante. Et j'arrive à rien faire, en fait. Et je ne pense qu'à ce rendez-vous, en imaginant évidemment pendant 15 jours des choses, des scénarios de dingue, des scénarios pire catastrophe, bon bref. Et le pire du pire, c'est que le jour du rendez-vous, mais alors tout se passe bien et je gère comme si de rien n'était, en toute sérénité. C'est ça le pire. C'est que je suis toujours c'est ça l'anxiété, d'être toujours dans une appréhension des choses, et ça bouffe le cerveau. Et là, pendant ce mois de juin, j'ai plein de trucs comme ça qui me sortent de mes habitudes. J'avais cette journée shopping qui m'angoissait parce que c'est l'anxiété sociale aussi, puis je suis médium, donc je suis une éponge et j'ai beaucoup de mal à évoluer dans la foule et dans la ville, parce que la ville, surtout là où je vais, c'est des énergies de merde, des énergies dégueulasses, et j'ai du mal quelque part à m'en préserver quand il y a trop d'énergie qui se croisent, qui se brassent. Pour moi, c'est trop. En général, je repars avec la migraine, enfin tout va bien. Et en plus, le fait d'aller en ville, de me garer en créneau, mais j'ai réussi, j'ai fait mon créneau d'un coup. J'étais trop fière, je le mentionne. Mais je l'ai fait sur le coup très bien, machin, mais je l'ai appréhendé pendant 15 jours le truc, quoi. Donc cette semaine, il y avait ça, il y avait le fait d'aller en ville.
Après, mercredi, donc hier, ma fille devait aller à l'orthodontiste se faire poser des bagues. Et je savais que ça allait être difficile pour elle. Parce que c'est pas sympa, c'est pas facile quand on est ado de porter un appareil dentaire. Et puis surtout, c'est douloureux, les premiers jours, machin, les habitudes à prendre. Donc je savais qu'elle allait pas très bien le vivre, c'est tout à fait normal. Donc je savais que ça allait être compliqué, en plus pour moi, de gérer ça. Sans compter que bientôt c'est son anniversaire et on organise avec mon mari une journée avec ses copines à la montagne, à l'Acrobranche, mais des trucs tout à fait banals en fait. Mais pour moi, qui suis dans l'anxiété, TDAH, tout ça, pour moi c'est énorme. Tout ça, ces trucs accumulés, c'est une montagne. Je dois aller aussi au garage en fin de semaine, porter et récupérer la voiture. Pour moi, c'est rien. Pourtant, et en plus, je l'ai déjà fait une fois. Mais ça me fout dans une anxiété totale. Vous voyez, c'est ça qui est difficile. C'est de faire des choses du quotidien qui sont tout à fait banales pour d'autres personnes et qui, pour moi, sont... C'est comme, en fait, je donnais une image là qui me traverse. C'est comme si je marchais avec 10 personnes, que ces 10 personnes, elles marchaient normalement parce qu'elles étaient sur une gravité normale, la gravité de la Terre, et que moi, juste moi, je subissais une gravité beaucoup plus lourde qui m'écrasait, et du coup, je marchais aussi, mais avec beaucoup plus de difficultés. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, j'avançais moins vite, et c'était beaucoup plus difficile pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire marcher. Et c'est ça en fait, à subir, j'ai l'impression, le TDAH et l'anxiété, c'est que c'est comme si on était sur une autre gravité et que tous les gestes les plus banaux, toutes les actions les plus banales, pour nous, étaient beaucoup plus difficiles et compliquées. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi pour les personnes autour à comprendre, parce que c'est des choses banales, mais que moi, en tout cas avec mon cerveau, j'ai du mal à gérer. Que j'ai du mal à gérer parce que ça me sort de mes habitudes, et puis parce que aussi en ce moment il y en a beaucoup en peu de temps en fait. Donc et pourtant je les gère, hein, j'y arrive, mais c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez cette image de gravité, je marche quand même, c'est juste que c'est beaucoup plus lourd de porter mes pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben là c'est la même chose en fait. Je pense que l'image, les métaphores est pas molle. Je la redirai à mon mari, celle-là, pour qu'il me comprenne. Parce que mon mari, il est très présent pour moi. Il est très compréhensif, très aidant, très soutenant, mais zéro psychologue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il m'aide, il me soutient parce qu'il m'aime. Mais je crois qu'il comprend rien à ce que je traverse. J'ai beau lui expliquer en long, en large, en travers. Et en fait, il m'écoute, quoi. C'est juste une grosse oreille. Et voilà. Il a besoin de faire un truc, il le fera. Mais je crois pas qu'il comprenne. Hein. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, le principal, c'est qu'il soit là. C'est que c'est qu'il m'aime, me soutienne. Et le reste, ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Mais cette anxiété, en ce moment, elle me bouffe tellement que j'ai pensé à aller chez le docteur pour me faire prescrire des médocs. À l'époque, il y a 20 ans, et c'était la première et dernière fois que ça m'était arrivé, j'avais pris des médicaments tellement ça me bouffait. Et j'étais en dépression profonde et suicidaire. Ces médicaments, à l'époque, j'avais besoin, et pourtant je ne les ai pris que 15 jours. Parce que je savais au fond de moi que c'était pas bon de prendre ça. Ça changeait ma personnalité, en fait. Mais vraiment... je dirais même de façon dangereuse, parce que ça me créait des crises d'euphorie, en fait, à des moments qui exigeaient du sérieux. Et quand je dis que c'était dangereux, c'est-à-dire que j'ai dit à la personne qui m'a abîmée, qui m'a détruite, « Oh, c'est pas grave, voilà. » Alors que je le pensais pas du tout, mais c'est les médicaments qui me faisaient agir comme ça. Donc c'est complètement... oui, c'est dangereux, quoi. Donc, ça m'a fait peur, et j'ai arrêté les médicaments, j'ai serré les dents, et j'ai traversé le truc. Et là, en fait, 20 ans après, cette anxiété est beaucoup moins forte quand même qu'à l'époque, hein, mais j'ai l'impression que j'ai moins la force de la gérer. Je sais pas si c'est dû à l'âge,
Mais j'ai l'impression que plus j'avance et moins j'ai la patience de supporter les choses. Peut-être parce qu'à 40 ans, je suis fatiguée aussi de toutes les épreuves traversées, de toujours être forte, de toujours... Et je suis pas la seule, on est tous hein, à peu près comme ça, enfin peut-être pas tous, mais une grosse majorité, avec nos fardeaux, nos épreuves et tout. Et vient un moment, enfin moi, en tout cas pour moi, où j'en ai marre. Et je sais que ce que j'ai vécu et supporté et traversé il y a 20 ans, je crois qu'aujourd'hui j'en serais incapable. Je sais même pas comment j'ai fait à l'époque pour traverser tout ça. D'ailleurs, hein, ma psy me l'avait dit, hein, vous faites partie, il y a plus de 95% des personnes qui ne s'en sortent pas, qui finissent en hôpital psy, ou en déchets humains, ou qui reproduisent, ou... Enfin bref. Je fais partie du très faible pourcentage qui s'en est très bien sorti. Pas sans séquelles, mais qui s'en est très bien sorti. Et je me demande à l'heure d'aujourd'hui vraiment comment j'ai fait, parce qu'en repensant à mon passé, je ne sais pas, aujourd'hui, je ne crois pas que j'aurai la force de retraverser tout ça. Et j'ai l'impression qu'avec l'âge, j'ai de moins en moins la force aussi de... Alors je sais pas, peut-être que c'est parce que ça s'est amplifié mon TDAH, j'en sais rien, mais je le supporte de moins en moins et j'ai moins la force de supporter en fait les choses en fait. Et l'anxiété en fait partie. Et du coup là j'étais dans cette semaine dans ce mood un peu merdique, hein, disons-le, et j'ai vraiment pensé à reprendre des médicaments. Je le ferai pas parce que c'est pas dans mon truc, mais j'étais désespérée à ce point-là. Et finalement, en fait, c'est la méditation et la prière qui m'ont énormément aidée. En fait, c'est de retourner mon regard vers Dieu, tout simplement. De tourner mon regard vers Dieu. Et quand je dis de tourner mon regard vers Dieu, Dieu, je le répète, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Dieu pour moi, c'est la source, c'est la conscience universelle, c'est pas le Dieu liturgique, vous voyez. J'ai des racines chrétiennes, je prie Jésus, je prie Marie, je prie le rosaire, parce que tout ça me fait du bien et parce que ça m'aide à me protéger. Mais par contre, je suis complètement désolidarisée. Oh, j'ai réussi à le dire. Oh, parce que dans une vidéo précédente, putain, j'arrivais pas à le dire le mot. J'ai réussi à me désolidariser du dogme. Le dogme ne m'intéresse pas, la religion m'enfermer là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Donc je m'approprie ce qui me fait sens, mais je laisse de côté le dogme et la religion. Pour moi, ma religion, c'est juste l'amour, c'est quelque chose d'universel, c'est le seul but pour moi à atteindre. Et ça se vit dans le cœur, d'accord ? Et pour moi, ma relation à Dieu et Dieu, c'est quelque chose d'intime entre Dieu, la source, la conscience universelle, posez le mot que vous voulez, et moi, en moi. Et j'ai pas besoin d'une autorité religieuse extérieure, en fait, pour valider ça, tout simplement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, parce que moi j'aime bien utiliser le mot Dieu, parce que voilà, mes racines chrétiennes sont quand même là, mais c'est vrai que ce mot Dieu est plein d'amalgames. Pour moi, Dieu, c'est l'amour, et c'est une conscience universelle, de vie et d'amour. Bref. Et c'est ça qui m'a aidée, donc c'est de tourner mon regard vers Dieu, de beaucoup prier. J'ai repris le rosaire que j'avais délaissé depuis un mois, et le fait de le reprendre, ça m'a complètement apaisée. Parce que quand je prie le rosaire, un rosaire, ça fait environ 25 minutes. Et ça me met, je pense que ça me met dans un état, vous savez, le cerveau, ça le met un peu comme en méditation. Et justement, après le rosaire, en général, je termine par une méditation jusqu'à ce que ça peut durer 20 minutes ou 1 heure de plus, jusqu'à ce que j'en ai marre, en fait, et que j'arrête. Et ça, c'est le fait de prier et de méditer, ça réagit sur le cerveau. Bon, en tout cas, pour la méditation, il y a eu plein d'études à ce sujet, donc on sait que ça fait quelque chose au cerveau. Et bien moi, en tout cas, il devient du chewing-gum, en fait. J'ai l'impression que mon cerveau, il se détend. Mais je le sens physiquement, hein, c'est pas des blagues. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette impression que mon cerveau se dilate et se détend, en fait. Et l'impression me vient du coup aussi dans le mental. J'ai l'impression que le mental s'apaise. Et du coup, ça m'aide beaucoup parce que
ça fait depuis 2 mois, au moins que 3 mois, que mes troubles alimentaires, qui sont une autre comorbidité du TDAH, je suis boulimique, hyperphagique, qui était devenu incontrôlable. Donc j'ai repris du poids à cause de ça depuis 3 mois. Tout le poids que j'avais perdu, je l'ai repris. Je le vivais mal, évidemment, ce qui rajoutait de l'anxiété. Et là, en fait, depuis, je crois que ça fait 10 jours à peu près que j'ai repris 15 jours que j'ai repris la méditation, le rosaire, la prière, la gratitude, tout ça, quotidiennement. Et du coup, malgré toutes ces choses qui me mettent dans l'anxiété, je n'ai pas fait une seule crise de TCA, donc de troubles alimentaires, je n'ai pas fait une seule crise d'hyperphagie, de boulimie, tout ça. Et j'ai recommencé à perdre un peu de poids. Donc c'est vraiment mes armes à moi, on va dire, c'est de retourner mon regard vers Dieu, en fait. Amplifier ma foi grâce à ça. Et m'abandonner totalement à la vie, à Dieu. Et tout ça, ça m'aide. C'est vraiment ce qui m'aide en ce moment à traverser cette période un peu difficile pour moi et peut-être pour vous, parce que je trouve qu'en ce moment, c'est pas facile pour personne, en fait. Et essayez de prier, essayez. Vous n'êtes pas obligé de prier le rosaire comme moi. Hein. Moi, je sais que dans mes moments de libre, enfin, quand je dis moment de libre, quand je vais balader ma chienne, quand je suis toute seule, en fait, quand je suis en train de repasser, quand je suis en train de faire la vaisselle, quand je suis en train de cuisiner, c'est des moments où je suis seule dans ma tête. Et pour éviter que mon anxiété, en fait, me bouffe, parce qu'en général, l'anxiété, elle nous bouffe justement dans ces moments-là où on est seul avec nous-mêmes, eh bien, je parle à Dieu, tout simplement. Je lui parle, je lui raconte mes soucis, je prie, pas forcément le rosaire, puisque le rosaire, quand je le prie, je suis en mode méditatif avec mon chapelet, mais je prie, je lui parle comme on parlerait à un ami, en fait. Je lui confie mes soucis, je prie pour ma fille, je prie pour mon mari, je prie pour les gens autour. Et le fait de prier, il n'y a plus d'anxiété, parce que mon attention n'est pas dirigée sur mon anxiété, mais elle est dirigée vers Dieu, vers la lumière, vers des bonnes choses, tout simplement. Et du coup, je me sens beaucoup plus apaisée, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai réussi, en fait, à traverser cette semaine et toutes les choses qui me stressaient, j'ai réussi, en fait, à les traverser sans me bouffer, en fait, et sans me mettre en ultra souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Sans faire de crise d'angoisse, sans mal dormir, sans... Il y a une petite appréhension qui est encore là, mais c'est plus l'anxiété de dingue, vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que c'est ça vraiment qui m'aide, parce que c'est depuis que je fais ça comme ça que... Enfin voilà, tout ça pour vous dire que si vous aussi, vous êtes dans l'anxiété, que vous avez du mal en fait à la contrôler, à l'apaiser tout simplement, essayez ça. Essayez de prier à votre manière, vous n'êtes pas comme moi obligé de prier le rosaire ou quoi que ce soit, mais dans ces moments où justement vous êtes seul avec vous-même et que vous sentez que vos pensées, ça commence à ressasser à l'excès, parlez à Dieu. Et faites-le avec vos mots. Moi, comme je vous dis, je parle comme à un ami, en fait. Et n'ayez pas peur d'être pris pour une tarée. Moi, des fois, je parle à voix haute. Quand je suis dans la nature toute seule, je lui parle à voix haute. Des fois, je lui parle dans ma tête. On s'en fout. Il vous entendra dans tous les cas. Mais parlez avec vos mots, comme vous discuterez avec un ami. Confiez-lui tous vos soucis. Et puis voilà. Quand je dis confiez-lui, encore une fois, c'est pas Dieu barbu sur son petit nuage, mais sa lumière qu'on porte en nous, c'est la vie qui nous relie tous et qui a une conscience, c'est la conscience d'amour, tout simplement. Donc, essayez, vous verrez bien. Après tout, moi je vous partage ce que je traverse, je vous partage ce que je vis. C'est ma propre expérience, c'est ma propre vérité. Ce qui marche pour moi n'est pas censé forcément marcher pour les autres. Hein. Mais moi, c'est du partage et chacun pioche et sait ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie, ce qui lui parle, ce qui résonne. C'est à ça que servent les blabla inspirés, tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est déjà pas mal. Je sais pas à quoi ressemble ce blabla inspiré, qui était un petit peu décousu, mais je crois qu'ils sont à chaque fois décousus de toute façon.
Mais voilà, c'est les messages que j'avais envie de vous faire passer cette semaine. J'espère que ça résonnera en tous les cas. Avant de vous quitter, juste une petite parenthèse, c'est que actuellement, vous avez une petite promotion de 10 € sur le compte Inspiré avec le code JOIE24, J-O-I-E 24. Donc n'hésitez pas à commander un compte Inspiré. J'avais envie de vous faire un petit code promo parce que je suis quand même en joie en ce moment, même si l'anxiété était là, je suis en joie en fait de me tourner vers Dieu parce que ça ne fait pas qu'apaiser mon anxiété, ça me permet, ça ramène de la joie en fait, ça ramène de la joie et cette joie elle s'exprime quand même au quotidien et j'avais envie de vous faire ce petit plaisir. Donc voilà, ce code se termine au 30 juin 2024, donc à la fin du mois, donc n'hésitez pas à commander votre compte Inspiré. Tous les liens, toutes les infos sont en barre de description sous cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo si elle peut aider quelqu'un. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis merci de votre écoute. À bientôt!